Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre participation à ce webinaire. Donc nous allons traiter à nouveau de l'outil Murido. Ce webinaire fait suite à un webinaire précédent qui était consacré à l'usage alternatif de l'outil Murido. Je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu avant de visionner celui-ci. Le webinaire du jour sera consacré à comment pousser plus loin l'usage du Murido dans Revit. En préambule, il faudra bien noter que les cas pratiques ne visent pas à détourner l'outil, mais à mieux comprendre son potentiel dans un contexte d'étude ou de conception. Dans notre précédent webinaire sur l'usage alternatif des Murido, nous avons exploré comment l'outil Murido pouvait être détourné pour modéliser rapidement des châssis, des éléments d'occultation, des brise-soleil, notamment dans les phases de faisabilité, d'étude ou de saisie de l'existant. Nous avions mis en avant les avantages de cette approche pragmatique, mais également ses limites lorsque la précision, le paramétrage ou la réutilisation des objets deviennent critiques. Aujourd'hui, nous allons franchir un pas supplémentaire. Plutôt que de nous concentrer sur ces usages simples et immédiats, nous allons explorer des techniques permettant d'exploiter pleinement le potentiel de l'outil Murido pour enrichir nos maquettes. Notamment en regardant comment il est possible de réaliser des modifications de panneaux de Murido en in-situ et en imbriquant des familles pour accroître la flexibilité et la richesse du modèle. Comment catégoriser des éléments afin d'exploiter efficacement les données dans des nomenclatures. Optimiser leur présentation 2D pour une meilleure visibilité en plan et en coupe. Et aussi la réutilisation des éléments in situ, souvent considérés comme perdus, pour créer des familles réutilisables dans d'autres projets si besoin sans y ressentir. L'objectif du webinaire est de vous montrer comment transformer des méthodes de modélisation en véritables outils puissants et réutilisables tout en restant conscient des limites du Murido et de son rôle dans un processus BIM et collaboratif. Je vais commencer par le premier sujet qui concerne la modification des panneaux de Murido. Donc pour saisir par exemple un élément existant dans une maquette de conception, où l'idée n'est pas de produire une porte qui servira à l'exploitation ou à l'exécution d'un projet, mais bien de pouvoir représenter un élément par exemple dans une autorisation de travaux, un permis de construire ou autre. Si vous voulez aller un peu plus loin sur les motivations du sujet, je vous conseille de vous reporter notre précédent webinaire ou article dans lequel c'est très détaillé. On va enchaîner sur les manipulations qui permettent d'obtenir ce résultat. On va donc partir d'un panneau plein. Nous allons sélectionner, puis réaliser une modification in situ. Nous allons modifier l'extrusion, placer un trait d'axe de construction. Je suis en 3D, donc je peux mettre de plan de référence, mais j'aurais pu mettre un plan de référence si j'avais fait une coupe. Donc ensuite, on va continuer à réaliser le tracé d'esquisse de notre modèle. Vous avez vu avant sur la page de présentation. Je vais régler la hauteur. On va tracer la courbe supérieure du vitrage. Ensuite, on va venir fermer la forme avec la commande ajuster. Je vais faire un miroir. Et puis on va représenter l'imposte en cédant de la commande décalage et régler également les dimensions de notre imposte. Je vais aligner correctement la prise du vitrage inférieur sur l'imposte, puis supprimer le trait d'axe. Par défaut, le matériau qui est appliqué au panneau, c'est du verre, et je vais venir mettre un râle gris. Ensuite, je vais ajouter à la partie moulurée une extrusion. Je vais identifier le plan sur lequel je souhaite le réaliser. Le même principe. Je vais dessiner un trait d'axe que je supprimerai après. Et je vais réaliser le dessin. Pareil,
je vais le dimensionner. Et ensuite, créer un décalage à l'intérieur, puis un second. Et ensuite, comme tout à l'heure, on fera une commande miroir avec une copie. Je vais régler tout de suite le matériau. Je vois que je peux accéder aux sous-catégories de l'objet si on avait. Je vous conseille vivement d'utiliser les sous-catégories. Et ensuite, je vais régler la profondeur de l'extrusion. On va compléter avec le vitrage. Donc, temps un peu feignant, je vais le copier. Je vais le coller au même emplacement. Je vais supprimer l'esquisse d'origine. Je vais utiliser la commande sélectionner, verrouiller. Choisir des lignes, pardon, puis verrouiller. Paramétrer les profondeurs de début et de fin d'extrusion. Valider. J'ai oublié de changer de matériau, donc je vais mettre du vert. Et je vais finir le modèle. Donc là, je vais réafficher le modèle d'origine. Sur celui-ci, on avait des codes un peu plus fidèles, mais vous voyez que ça permet tout de même assez rapidement de saisir une porte, un modèle de porte sur vos projets. Donc là, on va passer au sujet suivant. Donc on va regarder comment enrichir le modèle in situ en imbriquant des familles. Donc supposons que pour des raisons de représentation, nous souhaitons ajouter une poignée. Si vous disposez déjà d'une famille dédiée, c'est assez peu utile de la remodéliser dans le mode in situ. Autant la recharger, charger la famille que vous avez à disposition dans le panneau au moment de son édition. Donc on va voir que c'est possible, tout à fait possible dans un modèle in situ. On va donc repartir pour l'exercice du modèle qu'on vient de créer. Donc, je vais cliquer sur la porte, modifier sur le panneau, modifier en in situ. Et je vais tout simplement passer par la commande insertion. Charger la famille. Vous allez récupérer votre famille de poignées de porte. Donc il y a un petit visuel, c'est bien pratique. Ouvrir. Et pour des raisons de praticité, je vais la positionner en plan. Donc je vais passer par la commande créer, je vais cliquer sur composant et dans la barre de recherche, je vais taper le nom de la famille qu'on vient d'insérer. Je vais venir la positionner, automatiquement me proposer une accroche, puis je vais retourner, je vais faire une coupe, je vais plutôt aller sur la coupe, ce sera plus confortable, pour régler l'altimétrie. Une fois qu'on a réglé l'altimétrie, on va regarder ce que ça donne en 3D. Et je vais pouvoir voir que j'ai également accès aux paramètres de la famille. Donc si j'avais à modifier par exemple le matériau, l'épaisseur du panneau sur lequel elle est positionnée, j'en ai tout à fait la possibilité, comme dans une famille classique. Donc on a réussi à optimiser le niveau de détail. Ça pourrait également être un volet roulant ou autre, sans aucun souci. Petite précision concernant ce qu'on vient de voir, notamment vis-à-vis des avantages et des limites de la méthode. Alors certes, c'est une méthode qui offre une souplesse considérable, elle permet d'enrichir le niveau de détail sans créer de famille complexe. Les paramètres de la famille imbriquée, exemple la poignée, reste accessible dans le modèle in situ. Et c'est idéal pour créer une maquette d'intention ou des études avec une représentation rapide. Toutefois, concernant les limitations, ce qu'il faut retenir, c'est que les éléments qui sont créés ne sont pas toujours exploitables dans les nomenclatures. Le comportement paramétrique va tout de même rester relativement restreint. Pas impossible, mais restreint.
Et la réutilisation dans d'autres projets va nécessiter une étape complémentaire pour pouvoir la transformer éventuellement en famille, et c'est ce qu'on aura l'occasion de voir à la fin de ce webinaire. Alors, on va maintenant regarder comment catégoriser correctement les éléments. Pourquoi? Parce que si vous tentez de réaliser une nomenclature en état, une nomenclature de porte, vous remarquez qu'aucun élément sera présent dans la nomenclature de porte, ce qui est logique, parce que issu d'un mur rideau, eh bien, ça ne s'affiche pas. Donc pour entre guillemets contourner cette limite, il est possible d'attribuer la bonne catégorie à l'objet, encore une fois directement depuis modèle in situ. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais à nouveau sélectionner mon objet, je vais aller dans une nomenclature des panneaux de mur rideau et je peux voir que j'ai bien un panneau système vitré ou plein, ça dépendra de quel panneau vous êtes parti. Je vais le modifier en in situ et ici, dans les choix de catégorie, j'ai 3 choix qui me sont proposés et je vais sélectionner porte. Cliquez sur OK, finir la création et je vais aller dans nomenclature de panneaux. Je vois qu'il n'y a plus de panneaux, c'est logique puisqu'il est passé dans la catégorie des portes. Donc si je vais à porte, je vais voir que j'ai bien une famille qui est dedans. Elle n'est pas encore nommée, par défaut vous voyez qu'elle a un nom, un nom de famille, un nom du type. Et donc pour pouvoir la nommer correctement, je vais tout simplement aller dans l'arborescence, je vais retrouver donc dans porte ce fameux objet, et je vais tout simplement renommer le nom de famille, donc porte d'entrée principale, et ensuite je vais renommer le nom du type. Donc je sais que j'ai une largeur de 110, une hauteur de 225, je vais préciser l'unité, et je vais indiquer également que c'est une imposte vitrée. Et on va retrouver automatiquement dans la nomenclature de porte l'élément correctement renommé. Idem à une porte, je dirais, classique réalisée avec une famille. Alors, petit rappel par rapport à ce qu'on vient de voir. On peut constater que dans la modification de la catégorie, quand on y accède, on a uniquement 3 catégories qui sont disponibles, fenêtre, panneau de mur rideau et porte. Alors ça reste un champ limité, effectivement restreint, mais c'est un garde-fou rassurant, empêchant, on va dire, les dévoiements un peu trop éloignés de la logique de Revit. On ne pourrait pas transformer un mur rideau en poutre porteuse ou autre, et c'est tant mieux. On va regarder maintenant comment optimiser la représentation 2D, parce que en suivant la méthode qu'on a présentée jusqu'ici, c'est vrai que la représentation 2D, que ce soit plan élévation d'une porte, d'une fenêtre issue d'un mur rideau, présente un manque évident. On n'aura aucun symbole graphique qui traduit soit le sens ou l'angle d'ouverture. Alors vous pouvez bien sûr utiliser les outils de dessin conventionnels, des lignes, des arcs, des textes, mais bon, personnellement je recommande pas trop cette méthode. Vous pourriez créer des groupes de détails, ou mieux, créer une famille d'éléments de détail. Je pense que cette approche est plus durable parce qu'elle vous permettra une réutilisation et l'intégration ultérieure de cet élément dans une véritable famille de portes ou de fenêtres. Et on aura même l'occasion de le voir à la fin de ce webinaire. J'ai au préalable réalisé une famille, je vais aller dans Annoter, je vais charger dans le projet, je vais cliquer sur Composants, et donc je vais me retrouver avec cette famille qui me permet donc premièrement de le dimensionner correctement sur la largeur, je vais le contraindre, ça aura un comportement intelligent. Je vais déplacer les annotations d'étiquettes qui sont automatiquement contenues dans l'élément de détail, dans la famille d'éléments de détail. Je peux afficher le texte 1 ou le texte 2. Je peux modifier le type de symbole. Et je peux également modifier le contenu des différentes annotations. On va faire la même chose avec un élément de détail en élévation. Ce sera exactement le même principe. Je vais tracer une coupe. Je vais appeler sur cette coupe, depuis le menu annotation, un composant. Je vais venir positionner. Je vais mettre la bonne altimétrie.
la commande déplacer. Donc on travaille avec des paramètres d'occurrence, ça permet d'adapter automatiquement la dimension de l'objet. Et ensuite, je vais venir le déplacer et le positionner. Là, quand je vais lâcher la poignée, je ferme le cadenas, ça revient même qu'aligner et verrouiller. Et si je modifie, alors pareil, je vais pouvoir changer les différentes valeurs de texte. C'est en réalité quasi le même symbole que celui que j'utilise en plan. Et si je viens modifier la largeur de mon murido, eh bien, il se déplace avec. Ici, on a un petit échantillon des symboles qu'on peut réaliser avec cette famille. Je peux très bien réaliser un châssis fixe. Et puis ensuite, donc là, je vais le remettre avec son paramétrage d'origine. Faire une petite démonstration. On va venir faire un miroir. Et je vais pouvoir composer un châssis. Voilà pour cette partie. On va terminer par le point qui pour moi est le plus fondamental, celui qui permet de montrer que le travail qu'on a réalisé jusqu'ici en mode in situ n'est pas perdu. Vous verrez que vous pouvez parfaitement réutiliser un objet, une porte, une fenêtre, même un brise-soleil, ce qu'on a créé, présenté jusqu'à présent. Et que selon cette méthode, on peut fabriquer une véritable famille Revit. Donc on va prendre l'exemple de la porte qu'on a présentée jusqu'à présent, et je vais vous montrer comment on procède. Alors ce qu'on va faire pour commencer, on va ouvrir un fichier, enfin plutôt créer une nouvelle famille de portes. On va prendre le bon gabarit, donc on va partir tout simplement du gabarit de porte métrique. Alors à l'ouverture, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va supprimer les éléments qui ne seront pas utiles. Donc, les deux cadres de finition qui sont de part et d'autre du mur, on va les supprimer. Et on va tout de suite mettre, vous verrez que ce sera plus simple à gérer, on va tout de suite mettre les bonnes dimensions de notre porte. Tout à l'heure, je m'étais trompé, mais c'est 2555 qu'on a en hauteur et pas 2250. Donc, au préalable, vous aurez bien sûr pris les dimensions. Et on va faire un truc tout bête. On va rentrer dans le modèle in situ. Et je vais faire un copier. On va venir ensuite, vous l'aurez deviné, tout simplement coller en plan. Voilà. Faites pas aligner sur la vue actuelle, sinon on va se retrouver à des kilomètres. Positionnez manuellement et vous le positionnez par rapport à son point du milieu sur l'axe central, donc sur le plan de référence. On va se mettre sur la vue extérieure. Et là, vous verrez que si on rentre à l'intérieur, je n'ai évidemment aucune contrainte dans mon élément. Donc, la première chose à faire, ça va être de recréer toutes les contraintes via des plans de référence et des cotes verrouillées afin de faire en sorte que lorsqu'on modifie une valeur, ça vienne suivre. Donc là, je l'ai fait en accéléré. J'ai créé les contraintes et en cliquant dans l'esquisse, vous avez vu tous les petits cadenas qui affichent les contraintes qui ont été générées. Donc à partir de là, si je viens modifier la hauteur, on va pouvoir voir si je mets 2800, je mets une largeur de 1200, et que j'applique, je vais bien avoir ma porte qui s'adapte automatiquement, comme dans une famille classique. Enfin, c'est ni plus ni moins qu'une famille classique pour finir. Et je vais pouvoir également venir correctement sous-catégoriser les différents éléments. Je vous rappelle, la sous-catégorie, c'est essentiel dans Revit si vous voulez avoir des résultats graphiques honorables. Et je vais également pouvoir faire la même chose pour les finitions, pour le bâti et pour le vitrage.
Et vous verrez que la famille imbriquée, c'est comme une famille imbriquée dans une famille classique. Et si vous avez besoin, vous pouvez aller modifier la famille pour la recharger s'il y a certaines modifications effectuées. Là, je vérifie qu'il y a bien une sous-catégorie poignée. Et si je veux être certain qu'elle est bien affectée à ma famille, je vais les désactiver dans le VV. Donc là, j'ai une famille qui est correcte pour démarrer. Il y a une bonne gestion des sous-catégories, des paramètres qui fonctionnent. Quand on les modifie, il n'y a rien qui disjoncte. Et je vais tout de suite venir créer un type, basiquement avec les dimensions de ma porte. Et je vais l'enregistrer sous, pour éviter qu'elle porte un nom incompréhensible. Donc, on va l'appeler porte principale également, ou porte d'entrée. Et on n'a plus qu'à la charger et la fermer dans notre projet. Et donc on peut constater qu'évidemment c'est exactement le même modèle que celui d'origine, puisque on a fait un copier-coller. Sauf que maintenant il est paramétrique, c'est-à-dire que je vais pouvoir changer ses dimensions dans le projet, ce que j'aurais pu difficilement faire avec mon panneau réalisé en in situ. J'aurais pu le faire, mais il aurait fallu que je renomme, il aurait fallu que je bricole là pour le coup. Donc si on va sur notre plan, on verra que, comme pour les panneaux de mur rideau, quand on les dessine, on n'a pas par défaut de symbole en plan ni en élévation. Donc là, on va venir modifier notre famille. Je vais me mettre sur le niveau de référence. L'objectif, ça va être d'aller dans le projet chercher le symbole que je vous ai présenté tout à l'heure. Et on va venir le charger, puisqu'on avait créé une famille, donc elle est réutilisable. L'intérêt de créer une famille directement dans notre famille de portes qu'on vient de créer. Je vais le positionner, l'orienter correctement. Je vais ensuite, donc on retrouve les mêmes options. Donc là, pour simplifier, je vais laisser que le symbole d'ouvrant à la française. Et ensuite, je vais venir le connecter à un paramètre. Alors si vous prenez largeur, vous verrez que forcément il prend la largeur de la porte, donc ça ne symbolise pas réellement ce qu'est la largeur de l'ouvrant. Donc on va créer un paramètre pour que ce soit plus cohérent, même graphiquement d'ailleurs. Donc on va faire un paramètre qu'on va appeler largeur symbole. On pourra compléter avec symbole 2D. Et on va mettre une petite formule. C'est égal à la largeur moins 100 mm, 2 fois la largeur des bâtis. Bon, je vais réaffecter le paramètre que je viens de créer. Je vais ensuite l'aligner sur la face extérieure du ventail. Toujours contrôler quand vous générez une contrainte ou autre. Et on va créer un paramètre d'angle pour pouvoir gérer l'angle d'ouverture dans le projet. Et donc j'ai bien mes symboles d'ouverture qui sont présents et normalement fonctionnels. Voilà. Donc vous avez transformé un modèle in situ en famille en quelques minutes. Vous voyez, ça n'a pas été très très long. Donc ça reste quand même relativement simple. Alors ici un petit résumé graphique de tout ce qu'on peut réaliser avec les méthodes que je vous ai présentées, notamment tout à droite, là, les images de différents châssis qu'on a eu à saisir sur
sur un existant où on avait une grande variété de châssis et où potentiellement on savait que les différents assemblages ne serviraient pas forcément pour des projets ultérieurs, mais si le doute subsiste, vous avez vu que la méthodologie pour créer une famille est relativement rapide et accessible. J'espère que ce qu'on vous aura présenté jusqu'à présent vous aura plu, vous sera utile surtout. On va quand même parler des enjeux et des limites du sujet, parce que bien évidemment il y en a. Hein. Donc entre autres, ce qu'on aura vu, c'est que ce second niveau d'usage confirme que ça reste un outil, l'outil Murido reste un outil extrêmement polyvalent, à condition qu'on arrive à correctement cerner le cadre d'emploi. Alors les méthodes on les considère efficaces pour les phases de conception et les études de faisabilité ou la saisie d'existants, dans le cadre encore une fois du projet d'ATE ou d'autorisation ou autre. Ça permet quand même de gagner en souplesse, en usage, en modélisation, en productivité, et surtout quand le besoin ne justifie pas la création immédiate d'une famille complète. Alors il faudra tout de même bien garder en tête que c'est une méthode qui doit rester mesurée. Hein. Dès que vous allez avoir besoin d'une maquette qui doit être partagée, vous allez transmettre en vue de réaliser des plans de production ou autres, les familles dédiées vont devenir indispensables. Et je dirais enfin que, quoi qu'on puisse en penser, hein, les cas pratiques qu'on vous a présentés, et j'espère que vous utiliserez, restent toutefois un excellent tremplin pédagogique pour mieux comprendre la logique paramétrique de Revit avant de passer sur des modèles plus avancés. Alors je vous propose une conclusion ouverte sur le sujet. Donc on a pu voir que le Murido, une fois de plus, c'est un outil qui se révèle être d'une grande puissance, qui est capable de s'adapter à des usages qu'on peut considérer quand même au-delà de sa fonction première. Si on l'emploie avec un certain discernement, il permet de prototyper, tester, enrichir vos maquettes, tout en préparant le phasage vers une modélisation plus rigoureuse. Alors la question qui va rester ouverte pour le moment, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on passe d'une maquette architecturale à une maquette constructive? Est-ce qu'il serait envisageable de remplacer facilement les Murido qu'on a vus par des familles adaptées? C'est-à-dire toute la partie de la manipulation que j'ai réalisée pour partir d'un modèle in situ, créer une famille et la charger dans le projet, puis la remplacer éventuellement, est-ce que ça serait envisageable? Écoutez, je vous propose d'aborder ce sujet dans un prochain article, puis également un prochain webinaire qui sera associé à cet article et qui viendra tout simplement clore la série liée à l'exploration du Murido. Je vous remercie toutes et tous, alors déjà pour vos retours sur le premier article, les webinaires également, vos échanges, vos partages d'expérience. Et puis écoutez, je vous invite à suivre notre prochain webinaire. Et puis je vous remercie pour ce visionnage et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, à flasher le QR code si vous avez besoin d'effectuer une demande, ou tout simplement sur notre site pour retrouver les différents articles et webinaires dont je viens de vous parler, et d'autres d'ailleurs. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.